m'a aussi fait valoir des remarques et des observations. J'ai changé, parce que je ne détiens pas la vérité. Je cherche la vérité. Et nous cherchons tous la vérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dogmatique. Il faut accepter l'accès d'autrui. Il faut être précisément pour le pluralisme. Un laïc est un homme qui a foi dans l'homme et qui va au-devant de l'autre, qui écoute l'autre et qui parfois approuve l'autre. Et on n'a pas toujours raison. On a souvent tort. Donc il faut écouter aussi. Et si vous êtes, par rapport à moi, dans une situation d'intelligence et de pratique immédiate, je n'ai pas le droit de dire je rejette. Non, je ne suis pas un hanneton qui vient buter sur une fenêtre lorsque la porte est ouverte. Je suis obligé de m'adapter. Et l'adaptation, c'est, je crois, une des grandes qualités de l'intelligence humaine. Donc l'homme est adaptable, c'est un matériau exceptionnel, il n'empêche que c'est avec autrui et par la collaboration en équipe, en solidarité, que l'on peut réussir. En équipe, c'est vrai, mon maître. Travailler en équipe, c'est très important. Est-ce que c'est travailler en équipe qui vous a ramené de temps en temps pour pouvoir aboutir certaines lois que vous désiriez, de créer des associations? C'est-à-dire créer des associations, c'est pour mieux être entendu. Ce qui est une partie de la jeunesse d'aujourd'hui, il oublie de le faire s'ils vont arriver à quelque chose. C'est-à-dire être unis, être réunis dans un endroit, dans un cercle, dans une association, dans un petit mouvement, pour pouvoir mieux entendre cette vie associative. Oui, quand je me suis occupé des mères porteuses, on a créé une association avec le docteur Sacha Geller, voilà, de Marseille. On a considéré que les cogitations personnelles du docteur et d'Henri Caillavet, c'était intéressant, mais il fallait un haut-parleur. Et il fallait se battre. Il fallait se battre au plan législatif et au plan associatif. On a donc créé une association. Lorsque M. Landa, qui avait fait un article dans le journal Le Monde, en 1980, Mourir dans la dignité, avait reçu 300 ou 350 réponses. Il est venu me voir au Sénat et il m'a dit, M. Caillavet, je souhaiterais que vous fussiez le président d'une association que je vais créer. Je lui ai dit, non monsieur, je ne peux pas, je suis parlementaire, je suis sénateur, j'ai donc des engagements politiques, l'association doit être neutre, surtout que la mort nous concerne tous. Non, plus tard, si je ne suis pas parlementaire, je vous rejoindrai. Et ce n'est que plus tard que je suis devenu président. Et quand j'ai pris la présidence, on était à peu près 3004, 3005. Lorsque j'ai, à mon deuxième mandat, parce qu'après j'ai dit, il faut le plus se représenter, j'ai quitté, on était plus de 32 000. Et aujourd'hui, nous sommes 42 000. Donc, on a une association. Il ne suffit pas d'aller voir le député, il ne suffit pas d'avoir connaissance et le respect pour le sénateur. Il ne faut même pas avoir la réponse du président de la République. Il faut aller voir les gens pour que ce soit ces gens-là qui se battent. Et là, le terme associatif est pleinement recevable. Merci mon cher maître Henri Caillavet. Comme vous savez, la radio ici maintenant, depuis déjà plus d'un quart de siècle, il donne en même temps la parole aux auditeurs. Mon cher maître Henri Caillavet, les auditeurs aussi pour poser les questions, mais tout à l'heure, avec une petite pause de 3 minutes, on va commencer à parler sur un esprit libre. Dernier livre qui est sorti sur Maître Henri Caillavet, un entretien, bien sûr, cet entretien est très très riche. On va, c'est-à-dire, moi quand j'ai feuilleté ce bouquin-là, comme j'ai porté dans l'histoire, depuis qu'Henri Caillavet il a commencé son combat à ce jour-là, et c'est un homme vraiment très 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 libre d'esprit, qui a fait beaucoup de changements dans le monde. On est sur le sortant. Ces changements dans le monde, vous-même vous venez de citer quelques pays concernant l'euthanasie, même sur beaucoup de choses. La laïcité, moi je me rappelle, mon cher maître Henri Caillavet, il est déjà 25 ans, le premier jour quand j'ai parlé de la laïcité pour mes compatriotes perses, puisque la laïcité en persan, on le dit khirad geraï. Et l'âne, animal âne aussi on dit khar. Alors je vous assure, il y a déjà 25 ans, quand je pensais à parler et commençais à parler de la laïcité, les journaux des ayatollahs en Iran, ils ne connaissaient même pas ce mot-là, puisque quand ils voulaient écrire le mot en persan, ils se trompaient de l'écriture, de l'orthographe. Mais aujourd'hui, nous pouvons constater que même en Iran, pays des ayatollahs, on parle beaucoup de la laïcité, beaucoup de la laïcité, de la jeunesse, les femmes et tout ça, et dans le monde entier.
Et ça, nous, on peut dire que cette laïcité de notre époque, première lumière, on a pris de Henri Caillavet. C'est pour ça qu'il soit de l'Orient jusqu'à l'Occident. J'étais autrefois à Los Angeles aussi, dans une communauté francophone, en train de parler. Dès que j'ai cité votre nom, à la fin, je vois 2 personnes viennent me voir, professeur à l'université, en me disant « On a connu Maître Henri Caillavet ». Comment va-t-il? Alors, après une petite pause, on va continuer notre émission avec Maître Henri Caillavet. Que je veux parler à votre invité. Oui, sénateur Henri Caillavet, il vous écoute. Allez-y. Oui, merci. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour. Je suis à l'antenne. Oui, oui. J'ai entendu votre discours. Vous avez abordé beaucoup de questions. Vous avez parlé de bébés médicaments, de clonage, de transsexuels. Il me semble qu'il y a un 4e point. Moi, ça me dit, votre discours sur les bébés médicaments surtout me heurte. Bon, je sais que actuellement aux États-Unis, il y a une agence qui vend des embryons. J'aimerais bien savoir si vous avez des informations là-dessus. Je sais aussi parce que je ne crois pas qu'on s'arrête à l'exploitation de cellules ayant moins de 11 jours. On a découvert, ne serait-ce qu'en France, avec horreur, il n'y a pas très longtemps, qu'on gardait des embryons, enfin ou même des fœtus. L'âge de l'avortement en France, l'âge légal, c'est 4 mois, enfin 4 fois 4, 7, c'est 16 semaines. En Angleterre, c'est plus. En Belgique, c'est 6 mois. Et même en Espagne, à Madrid, il y a une clinique réputée pratiquer des avortements sur des fœtus, sur des bébés parfaitement sains. Moi, j'appelle ça des bébés parce qu'ils ont jusqu'à 7 à 8 mois. Jusqu'à 7 à 8 mois de grossesse, on pratique là des avortements. Je trouve que c'est avoir une vision très angélique de l'homme que de penser qu'il va se limiter à exploiter un amas de cellules ou le liquide amniotique pour récupérer des cellules souches et se livrer à ses expériences. Et les nazis qu'on avait justement qui pratiquaient ça horrifiaient tout le monde. Maintenant, je vois qu'on prend ce chemin-là de la marchandisation. En plus, il va y avoir une demande qui explose si on accepte l'adoption homosexuelle. Je ne voudrais pas qu'on donne la vie, qu'on emploie en plus des pauvres, des gens qui seront dans des situations financières difficiles, à qui on va fixer cette tâche de donner la vie pour finalement la reprendre. Donc voilà la question, le problème éthique que je me pose. Et ne vous cache pas que je suis tout à fait opposée à votre combat de ce point de vue. Je vous remercie. Et vos propos sont fort intéressants. Et cela peut vous paraître surprenant. Je les comprends. Je les admets peut-être pas tous, mais j'imagine quel est l'effort intellectuel et sentimental, éthique qui est le vôtre pour parvenir à une telle appréciation. Il est certain qu'il est inacceptable que l'on puisse marchandiser un embryon et le vendre. L'homme est une fin en soi. C'est d'ailleurs pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque j'ai fait voter la loi sur la greffe d'organes, à l'évidence, le don était ce qu'il est étymologiquement un acte gratuit. Il est impensable que dans nos sociétés occidentales démocratiques, avec l'espoir que nous serons accompagnés par d'autres, on puisse en effet vendre, acheter des embryons. Par contre, si on prend des embryons de 38 cellules, c'est pas beaucoup, il faut les regarder au microscope, on peut à ce moment-là bénéficier de cellules souches. Alors évidemment, si vous êtes croyante, 38 cellules dans la glomérule, c'est déjà la vie d'un être humain. Pour moi, certainement pas, il n'y a pas de diversification. La vie ne peut apparaître au sens humain du terme que au 11e jour, lorsque précisément les cellules vont chacune avoir leur fonction, quoi qu'il en soit. Si, en prélevant
uniquement quelques cellules. Nous pouvons faire progresser la science et faire en sorte que des personnes qui ont la sclérose en plaques soient sauvées, que celles qui seraient menacées ne le soient plus, que celles qui devraient risquer la maladie d'Alzheimer, qui est également épouvantable, ne seront pas frappées pareillement. Je dis qu'il appartient à l'homme, dans un cadre juridique strict, oui, de faire en sorte que nous puissions faire progresser